Bonsoir à tous, l'heure de jeu démarre, 60 minutes pour un survol complet de toute l'actualité du ballon rond et notamment de cette 26e journée de Raiffeisen Super League. Un week-end qui a été marqué par le succès de Sion hier, mais également par la très belle victoire de Neuchâtel Maladière. Dans les derniers instants, dans le temps additionnel, c'est Raphaël Nuzzolo qui inscrit ce but victorieux. 3 points extrêmement précieux pour Neuchâtel dans la lutte pour le maintien, ou en tout cas dans la lutte pour assurer au minimum une 9e place synonyme de barragiste et éviter ainsi la relégation directe en brac.ch Challenge League. Dans cette émission, nous évoquerons justement la Challenge League et cette lutte à distance entre Servette et Lausanne. Avantage net pour l'instant aux Genevois. Et puis nous nous plongerons également une dernière fois au cœur de la sélection du Kosovo. Nous vivrons de l'intérieur le match qualificatif pour l'Euro 2020 face à la Bulgarie. Claude Riff va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Claude Riff. Bonsoir Mike. Jérôme Créta est également à mes côtés pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et puis le plaisir d'accueillir Massimo Lombardo qui est notre invité ce soir. Bonsoir Massimo. Bonsoir. Avec des couleurs neutres aujourd'hui encore, mais ça va bientôt changer. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous allez bientôt faire? Ouais, disons qu'à partir du 1er juillet 2019, je serai directeur technique de l'académie du Servette FC. Ouais. Alors, le Servette FC, on va en parler justement en début d'émission. On va en parler tout de suite, puisque Servette et Lausanne, c'est la Challenge League. C'est une longue page que l'on va ouvrir pour débuter cette émission. Jérôme, vendredi soir, les Grenats ont fait très fort face à Winterthur. Une 16e victoire en 26 matchs et plus de 2 buts marqués par match en moyenne pour les Grenats. Ça ne s'annonçait par contre pas forcément simple face au 3e du classement Winterthur, même si les 2 premiers duels avaient tourné à l'avantage du Servette FC. 6e minute de jeu, l'ouverture du score est zurichoise grâce à ce but inscrit par Doumbia qui s'est rappelé au bon souvenir de son ancien club avec lequel il a évolué entre 2013 et 2017. La réaction genevoise est quasi immédiate. 7 minutes plus tard, Schalke, servi par Koné, égalise en inscrivant sa 8e réussite personnelle de la saison. On se quitte sur ce score de 1 partout à la mi-temps et on repart fort en deuxième période, 49e, passe aux profondeurs chirurgicale de Konya pour Stevanovic qui inscrit proprement le 2-1. Le 3e sera l'œuvre de Koné à la 70e minute et ce même Koné omniprésent récupère le cuir à mi-terrain et sert parfaitement Iméry, entré 8 minutes plus tôt pour, vous l'aurez compris, le 4-1. Et ça n'est pas terminé, 5 minutes plus tard, on retrouve 2 joueurs qui ont fait leur apparition en cours de match. Follonier talonne pour Chagas qui inscrit le 5e. La réduction du score d'Izik à la 91e restera anecdotique. Score final sans appel, 5-2. Claude, les Grenats continuent d'impressionner sur le plan offensif notamment. Oui, le plan offensif, mais surtout, comme vous avez annoncé, il y a 16 victoires par rapport au Lausanne Sport qui ne gagne pas les matchs. Lausanne Sport a perdu moins de matchs que Servette, mais les 16 victoires, c'est donc 48 points, font naturellement la différence. On sent cette équipe qui est très joueuse, qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense, et notamment ces défenses basses qui sont le fait de la Challenge League. Lausanne n'a encore pas trouvé les solutions contre ces défenses basses, mais Servette, je crois que Massimo pourra le confirmer, a trouvé et trouve des solutions. Et Massimo, on peut aussi voir que Servette peut compter sur ses remplaçants. Donc il n'y a pas que 11 titulaires, mais aussi un banc très élargi qui peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai. Moi, j'ai suivi Servette tout au long de la saison. Des fois, je me suis aussi déplacé à l'extérieur. Je me souviens d'un match gagné dans les dernières minutes à Kriens grâce à 2 buts de Chagas qui était rentré en cours de match. C'est vrai, comme disait Claude, l'équipe est joueuse, a une certaine facilité à aller à la conclusion, ce qui leur permet d'avoir une emprise sur le jeu. J'étais présent au match vendredi, c'était un joli match de Challenge League, c'était un match ouvert. Winterthur était arrivé à la Praille pour jouer avec leurs armes, beaucoup de percussions. Et c'est vrai que Servette a impressionné. Vendredi, Servette a vraiment fait un très bon match. Servette déroule et le LS, pendant ce temps, continue à faire du surplace. Oui, devant 2742 spectateurs à la Pontaise, le LS se devait de prendre les 3 points face à Chiasso, candidat, on le rappelle, à la relégation. Mais c'est bien Chiasso qui ouvre le score à la 37e minute. Guidotti s'y reprend à 2 fois pour la mettre au fond, une première tête sur le poteau et une reprise imparable pour Castella.
Dans l'enchaînement, ou presque, les Vaudois réagissent. On joue la 39e minute, une réussite en 3 temps, avec une première frappe de Pache, puis 2 autres de Bouès. Le Portimossi s'interpose à 2 reprises en vain. Première réussite pour l'ancien Saint-Gallois sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Saint-Gallois que l'on retrouve d'ailleurs et qui aurait pu doubler la mise à la 55e, mais il trouve cette fois-ci la transversale du Porti tessinois. Score final 1 partout. Claude, Lausanne est décidément le champion suisse, voire du monde, des matchs nuls. Oui, effectivement, on n'avance pas. Autant à l'époque, c'était le football 2 points, 1 point, maintenant 3 points, 1 point. Mais c'est surtout quand Lausanne a vraiment pu savourer un match, quand Lausanne a vraiment pu dérouler et se sentir bien. Moi, je crois jamais. Et même le 10 contre 11 contre Servette à la Praille, c'était un match de stress incroyable. 9 contre 11, c'était un match de stress. Donc, Lausanne, c'est clair que cette équipe n'a encore jamais pris confiance dans son jeu, ce que l'on sent très bien du côté de Servette. Massimo, quel est votre regard sur ce club du Lausanne Sport que vous connaissez bien? Bah, écoutez, c'est toujours délicat et compliqué. Pablo Iglesias, c'est un très bon copain à moi. Ça nous est arrivé d'en parler. C'est clair que c'est une équipe qui est descendue, qui a des éléments dans le contingent qui sont restés, qui ont vécu une relégation. Voilà, ça peut toucher les esprits d'un contingent. En plus de ça, tout le monde disait que Lausanne Sport était le favori du championnat au début de la saison. C'est un premier tour, voilà, où le nombre de points faits par les équipes de tête n'était pas énorme, parce que Servette, à la trêve, avait plus de points l'année passée et avait 10 ou 12 points d'écart sur Neuchâtel-Xamax. Voilà, mais c'est vrai, comme disait Claude, voilà, maintenant, si on enchaîne les victoires par rapport à une équipe qui fait des matchs nuls, voilà, l'écart est vite plus grand. On va récapituler les résultats de cette brac.ch Challenge League, Jérôme. Oui, il y avait tout d'abord un match vendredi soir, donc Servette contre Winterthur 5-2, on l'a vu. Et puis, le panneau devrait arriver. Les autres matchs ont tous eu lieu samedi. Lausanne-Casso 1 partout, Ville-Kriens 0-1. La victoire de Vaduz face à Rapperswil sur le score de 3-2. Et Haro s'est imposé également sur ce score de 3-2 face à Schaffhouse. La défaite de Ville qui aura d'ailleurs coûté sa place à Konrad Fünfstück, l'entraîneur de Ville qui a été viré. Ça fait donc 10 points d'avance pour Servette face au Lausanne Sport qui doit commencer à sérieusement regarder derrière lui parce qu'à la 3e place, ce n'est plus Winterthur mais bien le FC Haro avec 4 points de retard. Et mercredi, il y aura un certain LS Servette au stade olympique de La Pontaise. Messieurs, l'issue de ce championnat peut grandement se jouer mercredi soir déjà, parce que si Servette vient à s'imposer, je pense qu'on peut le dire, l'affaire sera quasiment entendue. Lausanne, c'est sa dernière chance. C'est clairement la dernière chance des Vaudois de revenir. La dernière chance de Lausanne, c'est de prendre les 6 points contre Servette. Il y a 10 points d'écart, avec le goal average, c'est même 11 points d'écart. Donc si Lausanne ne gagne pas les 2 matchs contre Servette, pour moi, c'est joué. Lausanne doit se concentrer sur le match de mercredi, parce qu'on prend toujours match après match, comme on dit dans ces cas-là. Mais surtout, se dire, voilà, peut-être qu'à défaut d'aller chercher la première place, il y a cette 2e place de barragiste. C'est vrai. Je dirais que Servette se déplace à La Pontaise avec un gros avantage psychologique, parce qu'au cas où la victoire de Lausanne, voilà, il y aura quand même encore 7 points d'avance. Il ne faut pas oublier derrière Haro qui a une très bonne équipe, qui a trouvé une assise, qui est capable d'enchaîner les résultats positifs. Donc c'est vrai. Après, ça se joue beaucoup dans la tête. On regarde devant, mais il faut faire aussi attention de ce qui arrive depuis derrière. Non, ça va être un match très intéressant à suivre. Je me souviens du dernier match de premier tour joué à La Pontaise. C'était vraiment un très, très bon match de Challenge League, un match très ouvert. Je pense qu'on va vivre le même genre de match. Dans vos futures fonctions, Massimo Lombardo, donc directeur technique de l'Académie du Servette FC, quelle est l'importance pour vous que Servette retrouve la Super League? Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous dans votre rôle? D'un rôle de formateur ou de personne qui accompagne, voilà, le développement d'un jeune joueur, non. Parce qu'on doit essayer de faire un travail, je dirais, suboptimal, parce que l'optimal, c'est toujours compliqué. Maintenant, dans la gestion du jeune joueur talentueux, dans la gestion aussi de
insérer la famille dans le projet de développement du jeune joueur, c'est clair que le fait d'avoir une première équipe en Super League aide dans ce type de gestion. Ça, c'est évident. Donc évidemment, vous êtes le supporter numéro 1 de Servette aujourd'hui parce que vous espérez cette promotion en Super League. Et si ça devait ne pas fonctionner cette année, voilà, est-ce que ce serait un drame, je dirais, pour Servette? Non, je ne pense pas que ça serait un drame. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le fait de ne pas monter à la fin de la saison, c'est clair, ça serait un coup dur parce que l'équipe a 10 points d'avance à quelques matchs de la fin du championnat. Mais non, si on parle de formation, de développement, je répète, de jeunes joueurs, non, ça ne doit rien changer en ce qui concerne voilà, le travail fait à l'académie. Peut-être en quelques mots rapidement, Massimo Lombardo, expliquer en quoi consiste finalement votre rôle. C'est vrai que on imagine qu'effectivement il y a tout ce travail de supervision, de gestion des jeunes. Si on devait résumer, vulgariser votre cahier des charges que vous endosserez le 1er juillet. Déjà accompagner le développement de jeunes joueurs talentueux, essayer de donner un support, et ça c'est important aussi à un entraîneur plus ou moins expérimenté. Maintenant voilà, en ce qui me concerne, je voulais quand même souligner que Servette, c'était le club qui m'a contacté en premier après mon licenciement à Bâle. Ils ont toujours démontré un intérêt envers ma personne. J'ai passé 3 ans à Servette dans l'académie comme entraîneur de l'équipe N18. J'ai adoré entraîner à l'académie du Servette. Maintenant, je me suis focalisé, c'est moi, j'étais beaucoup à la maison, je ne voulais pas me laisser aller ou perdre l'enthousiasme. J'ai beaucoup analysé le football à tous les niveaux. Je me suis concentré sur des comportements individuels et collectifs à haut niveau, à un niveau un peu plus bas, qui mettaient régulièrement en difficulté un adversaire. Voilà, j'ai essayé de créer un concept de développement que j'espère de pouvoir mettre en place grâce à l'aide de tous les collaborateurs. Et vous allez travailler du coup en concertation avec Claude Riff, parce qu'il y a toujours cette collaboration entre les clubs, les académies et l'ASF. Oui, tout à fait. Donc c'est avec plaisir que je retrouve Massimo, qui était un entraîneur ASF et qui nous a largement abandonnés pour le FC Bâle. Et puis, effectivement, je crois que le football suisse a besoin en fait que tout le monde s'aide. Sinon, on n'est pas solidaire dans le travail, dans les échanges aussi d'informations, parce que ce que fait bien Servette, des fois, je peux le donner plus loin. Ce que fait bien Bâle, je peux le donner à Servette. Donc, s'échanger les bons comportements et les bonnes choses. Je pense les secrets. Pas les secrets, parce que vous savez, des fois, on visite aussi à l'étranger, on a visité des grands clubs et il n'y a pas de secret. Par exemple, si vous allez à Barcelone a vraiment donné tous ses secrets. Et effectivement, je crois que ce n'est pas les secrets qui comptent, mais c'est comment on applique les secrets, comment on coach les secrets et qu'est-ce qu'on fait avec les secrets. Pour vous, Massimo, qui avait été joueur du Servette FC, de la première équipe, et donc entraîneur aussi par la suite, c'était un choix du cœur aussi que de revenir à Genève? Pour moi, c'était important voilà, que tous les dirigeants démontraient un intérêt envers ma personne. J'avais quelques contacts pour voilà, intégrer des entités sur différents postes. Maintenant, par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport voilà, à cette analyse du football que j'avais fait, voilà, je me suis dit, mais quel rôle je pourrais avoir pour essayer de mettre en place avec voilà, un pouvoir de diriger la formation et le rôle de directeur technique au moment de prendre la décision, c'est celui que je sentais le plus. Bon, vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions, dans vos futures fonctions que vous prendrez donc le 1er juillet prochain. Mais vous restez avec nous, Massimo, parce que vous êtes aussi là pour nous parler de Raiffeisen Super League. On va commencer tout de suite le survol des 5 rencontres. Jérôme, on commence avec le match d'hier. Les matchs d'hier et notamment ce succès important pour le FC Sion. Ouais, 3e match à Tourbillon en 2019 et première victoire du FC Sion, même si une 2e victoire devrait tomber assez rapidement sur le tapis vert et une ouverture du score rapide, 6e minute, après 5 minutes 52 précisément, suite à un bon travail de Casami sur le flanc gauche, un premier contrôle manqué d'Uldrikis. Le ballon revient ensuite dans les pieds de Gergic qui crochette et qui frappe, c'est imparable.
y aura une deuxième occasion dangereuse pour les Valaisans. Juste avant la pause, le défenseur zurichois Untersee dévie ce centre de Masseras sur sa propre transversale. On est passé tout près du deuxième. Score à la mi-temps donc 1-0 en faveur du FC Sion. 73e minute, jolie combinaison à mi-terrain entre Masseras, Grgic et Thomas qui lance en profondeur Leniani. Mais sa frappe est trop croisée, ça passe quand même assez nettement à côté. Début défendu par Brender. 3 minutes plus tard, l'arbitre Monsieur Scherer n'intervient pas sur une faute de Bangoura sur Fortuné qui paraît évidente. Claude? Oui, on voit le pied droit du défenseur qui touche Fortuné. Bien sûr, Fortuné en fait beaucoup. Le FC Sion va trembler jusqu'au bout avec une dernière occasion zurichoise et cette frappe de Schönbechler contrée par Masseras. La reprise de Karabadze passe au-dessus. Score final 1-0. Claude, Murat Yakin n'a effectué qu'un seul changement dans son alignement par rapport au dernier match. A-t-il enfin trouvé son équipe type? Alors, il répondrait mieux que moi, mais j'ai l'impression que oui, qu'effectivement, il a tellement bouleversé son équipe. Il m'a un peu surpris. Je pense aussi que Massimo connaît Murat. On pensait qu'il allait trouver son 11 de base un peu plus rapidement. C'est le cas. Il a réintégré Thomas aussi, même s'il l'a mis sur le côté droit. Mais au moins, ce jeune talent a pu commencer le match. Maintenant, c'est 2 matchs à tourbillon contre des équipes qui n'étaient pas dans leur forme optimale, visiblement. En tout cas, Zurich, je pense, c'était décevant pour Ludovic Magnin. Puis maintenant, voyons ce que Sion est capable de faire, parce que maintenant, ils se repositionnent. Ils sont tout près de la 4e place, qui est une place intéressante dans notre championnat. Massimo, avec son contingent, à votre avis, le FC Sion devrait se trouver un peu plus haut dans le classement cette année? Sûrement un contingent de qualité avec de jeunes joueurs talentueux. Maintenant, c'est vrai que sur les dernières saisons à Sion, on n'a pas trouvé forcément de la continuité. C'est pas que ce championnat où si on ne demande pas de pouvoir donner de la continuité aux résultats. Murat, je le connais, j'ai joué avec lui, mais je le connais peu comme entraîneur. C'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent sur le terrain quand lui il jouait. Et je crois qu'il va beaucoup au feeling. Ils sont certaines situations. Maintenant, j'espère pour Sion et pour Muratia qu'ils puissent trouver de la continuité de résultats. Bien confirmé dès cette semaine avec un déplacement du côté de Thun pour les Valaisans. Alors, nous vous avons emmené tout au long du week-end dans les coulisses de la sélection du Kosovo. Hier, nous avons évoqué les différences culturelles ainsi que les raisons du succès actuel de cette jeune nation dirigée par Bernard Chalandais, dans laquelle figurent de nombreux joueurs évoluant dans notre championnat. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que les Kosovars pensent du technicien neuchâtelois. Voici la 3e et dernière partie de notre série en immersion. Reportage signé Loïc Refait. Lundi 18h, dans le soleil couchant, l'ambiance monte d'un cran en ville. Drapeaux, maquillage, costumes, Pristina et haut en couleurs. Certains sont venus de France, d'Angleterre et même de Suisse. On veut croire en l'équipe du technicien helvétique, adoubé par le public. Bien sûr, Bernard Chaland est un bon entraîneur. C'est un technicien expérimenté qui dirige très bien notre équipe nationale. Chaland est un entraîneur de très grande qualité. C'est le meilleur que le Kosovo n'ait jamais eu. C'était une super année et nous allons continuer à gagner. Mais attention, la Bulgarie est aussi une bonne équipe. Je pense que ce sera une partie passionnante, mais je mise sur une victoire 2-1 du Kosovo. L'engouement est immense autour de l'équipe. 176 000 supporters ont fait une demande de billets, mais ils ne seront que 13 500 chanceux à assister à la partie. Ce soir, tout un pays attend un exploit, et pourtant, la veille, Bernard Chaland a calmé le jeu. Tout le monde est très optimiste. Il y a de l'euphorie et de l'enthousiasme. Mais c'est maintenant que nous nous attaquons au vrai défi. Les supporters apprécient la discipline apportée par cet entraîneur venu d'ailleurs. Son sens tactique a mené sa jeune équipe, 24 ans de moyenne d'âge, vers le succès. Mais selon Arline Sadikou, commentateur pour la chaîne nationale Digitalb, cela n'a pas toujours été aussi simple. Lorsqu'il est arrivé, les gens étaient plutôt pessimistes car il avait dirigé l'équipe d'Arménie qui n'avait pas eu de bons résultats. Mais il fait un excellent travail ici et les gens l'adorent car il tente de garder les joueurs avec les pieds sur terre.
because he is trying to keep the players with the feet on the ground. Une discipline et un sérieux que l'on retrouve sur le terrain. Le Kosovo se crée les plus grosses occasions, mais c'est bien la Bulgarie qui ouvre la marque sur corner juste avant la mi-temps. Les Kosovars dominent dès le retour des vestiaires et finissent par égaliser à l'heure de jeu. Ils marquent un point capital dans un stade en feu, marqué par la passion. Le Kosovo à Pristina, maintenant, c'est une équipe qui vit et qui a derrière elle un public, un vraiment bon public, parce qu'il s'enthousiasme un petit peu pour des tiki-taka ou des dribbles ou des choses comme ça. C'est un vrai public de football qui est assez positif quand même, même quand l'équipe manque des occasions comme ça a été le cas. On n'a pas entendu un sifflet, enfin on a entendu des sifflets, mais pour les Bulgares, pas contre le Kosovo. Donc c'est vrai que c'est des très très beaux moments et ça va laisser des souvenirs. Ouais. Bernard Challand ira le plus loin possible sur la route de l'Euro avec cette équipe. Il a déjà écrit la plus belle page du football kosovar, mais il se pourrait bien que ce soit son dernier chapitre footballistique. Les 3 épisodes de cette série consacrée à la sélection du Kosovo, eh bien vous pouvez les revoir en tout temps sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre page Facebook. Une petite réaction quand même, messieurs, sur cette aventure humaine aussi que vit Bernard Challand avec le Kosovo. Il la raconte tellement bien qu'effectivement, voilà, c'est humain, c'est sportif, c'est un défi incroyable. Je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Enfin, ce jeune pays qui commence le football, qui était la 180e place mondiale, qui débutait ses éliminatoires, trouve un homme qui a énormément d'expérience, qu'il a acquis avec plusieurs équipes et aussi avec les équipes nationales. Il a aussi travaillé en Arménie, donc connaît le fonctionnement des équipes nationales, beaucoup d'expérience, encore un enthousiasme intact. Et je pense qu'ils se sont trouvés, c'est du win-win les deux. Et puis bien sûr cette nouvelle formule de championnat d'Europe où il y a ces groupes et l'occasion de prendre confiance, parce que le Kosovo a été invaincu pendant toute l'année, mais disons dans les championnats habituels où il y avait toujours des têtes de série et tout, ça aurait été peut-être plus difficile. Et là on sent que cette équipe, en jouant contre des équipes de sa force, a acquis confiance et maintenant a fait des matchs nuls contre la Bulgarie et le Danemark. Il faut le faire. Ce genre d'expérience, Massimo, c'est quelque chose qui vous tenterait à l'avenir ? Oui, parce que si on parle de Kosovo, c'est un pays en développement. Claude le sait mieux que moi. Les moins 17 du Kosovo, dans le premier tour qualificatif pour les championnats d'Europe, ont battu les jeunes Suisses. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont perdu que 1-0 à Nyon contre l'Espagne. Je pense que c'est un pays en développement avec des gens talentueux. On le voit en Suisse où souvent, les contingents du football d'élite sont formés par des joueurs d'origine kosovare. Donc, je pense que c'est une expérience très, très, très intéressante et je suis vraiment très, très content pour Bernard qui fait un excellent travail au Kosovo. Allez, retour en Suisse maintenant avec les rencontres, encore une des rencontres d'hier. C'est Bâle qui est allé gagner du côté de la Swiss Sport Arena à Lucerne dans un match très attendu entre 2 équipes qui étaient en forme. Un match avec très peu d'action en fait et de chances de but net. Un premier but a été marqué par les Bâlois, mais finalement refusé à Ayeti. Pourquoi ? Parce que le coup franc avait été joué trop rapidement avant le coup de sifflet de Monsieur Henny. C'était la 36e minute. Et la décision semble effectivement correcte, Claude, parce que les Bâlois peuvent toujours chipoter en disant on n'avait pas demandé un mur. À partir du moment où on trace la ligne du mur, on peut estimer qu'on doit attendre le coup de sifflet. On la voit, la ligne tracée, effectivement. Et puis, Bâle va quand même finir par passer d'épaule et marquer le seul but de la rencontre à la 80e. Coup franc de Ricky van Wolfswinkel. Le poteau de Dzibung renvoie et c'est Marek Souchi, le capitaine bâlois, qui peut reprendre victorieusement. Bâle poursuit donc sa lancée. J'imagine quand même, Massimo, vous gardez un œil attentif sur ce qui se passe à Bâle. En 2019, Bâle est vraiment au niveau auquel on les attend, ces joueurs bâlois. Ouais, moi j'attendais un deuxième tour, un meilleur deuxième tour par rapport au premier ou par rapport aussi au
aux différents tours des années précédentes. Parce que l'équipe est restée, les titulaires sont restés, le contingent a très peu changé. Par expérience, je peux vous dire que moyennement, chaque 6 mois, on perdait 2 à 3 joueurs. Je suis très content pour le FC Bâle parce que c'est un grand club qui offre beaucoup aux jeunes joueurs, aux joueurs professionnels et qui m'a donné une grosse opportunité. Je suis ravi de constater que Kohler a trouvé une assise et qu'il y a continuité de résultats. On va les retrouver la saison prochaine vraiment au premier plan à la lutte avec IB et pas distancés, largués comme ces 2 dernières saisons. Moi, je pense, oui, je pense. Après, il faut féliciter IB parce que depuis voilà, plus d'1 année et demie, ils ont vraiment une continuité de résultats qui est extraordinaire. Encore aujourd'hui, IB gagne dans les dernières minutes de la rencontre. Ça démontre force de caractère générale, ça démontre une grande qualité athlétique, parce que je pense qu'ils ont fait depuis le deuxième tour 8 points dans les dernières minutes. Mais je crois que Bâle va les titiller comme les années précédentes. Et c'est peu dire qu'on se réjouit effectivement de retrouver un FC Bâle au sommet de sa forme et de son art pour aller justement titiller Young Boys. IB a déjà été titillé aujourd'hui par Saint-Gall en l'occurrence. Ça a été compliqué pour les Bernois. Et les Bernois qui pouvaient compter sur le retour en tant que titulaire de Guillaume O'Haraud. Et quel retour, vous allez le voir. Quant à eux, les Saint-Gallois, et ils restaient sur défaite consécutive, 32e minute. Ce sont pourtant les Saint-Gallois qui se créent une occasion décisive. Long ballon pour Taffer à l'orée de la surface qui amortit de la poitrine. Wüthrich passe à travers. Bakayoko récupère le cuir et inscrit son 4e but personnel de la saison. Imparable pour Von Balmos. Et puis juste avant la pause, les Young Boys vont égaliser. Passe en retrait d'Assalé. Une déviation absolument magnifique de Djibril Sow qui peut transmettre directement à O'Haraud qui ouvre bien le pied imparable pour le portier saint-gallois. C'est le 14e but de la saison d'O'Haraud et on vous le dit déjà, c'est pas le dernier but personnel du Français durant cette 26e journée. Et quel assist Et quel assist de Sow, effectivement. Un assist qui vaut presque plus que le but lui-même, comme dirait Claude. Score à la pause 1 partout. On reprend les mêmes et on recommence, mais pas tout à fait, puisque vous le voyez, un nouveau venu sur le terrain. Il s'agit de Wölfli qui remplace Von Balmos, blessé suite à ce choc avec Bakayoko, un choc qui a eu lieu à la 35e. Von Balmos a pu tout de même terminer cette première mi-temps. On ne sait pas trop si c'est la main ou l'épaule. En tout cas, Wölfli, lui, prend place devant les buts bernois. Et puis, 65e minute, on enchaîne avec une occasion saint-galloise, un service millimétré de Taffer, qui était déjà à l'origine du 0-1 pour Hachimerou, qui lui fixe parfaitement Wölfli et qui transforme. Ça fait donc 1-2. C'est quelquefois un peu le point faible de la défense de Young Boys. C'est ce genre de passe dans le dos qu'ils n'anticipent pas. Ouais, c'est l'Opéra sur le coup qui est abusé par cette passe chirurgicale. 70e minute, les Young Boys vont réagir avec un centre d'Ngamale, entré 3 minutes plus tôt pour Assalé. Contrôle orienté, enchaînement frappe, mais Stojanovic s'interpose. On revoit le contrôle parfait qui permet à Assalé de se débarrasser du défenseur saint-gallois. Et puis 9 minutes plus tard, un nouveau centre bernois. Cette fois, il est l'œuvre de Benito, directement sur la main de FT. Penalty dicté par l'arbitre de cette rencontre. On se rend compte que effectivement le bras est décollé, position naturelle ou pas vraiment. Voilà, l'éternel débat sur, on va appeler ça une zone grise. Et puis le deuxième but de O'Haraud dans cet après-midi. Stojanovic avait pourtant choisi le bon côté, mais ça n'a pas suffi. Ça fait 3 sur 3 durant cette saison au niveau des pénaltys pour O'Haraud. Et donc, 15e but personnel. Et puis, 90e minute de jeu. On pensait que les deux équipes allaient se quitter sur ce score de 2 partout. Eh bien non, O'Haraud, encore lui, se jette sur ce centre de Chic au deuxième poteau et inscrit donc un triplé et son 16e but.
Claude, les Young Boys qui continuent et qui reprennent confiance, qui remarquent des buts avec ce retour de O'Haraud. Oui, lui, c'est aussi le leader. C'est un leader fantastique. D'avoir trouvé ce joueur pour Young Boys, c'était vraiment une bonne pioche et plus que ça. Et d'avoir pu le garder surtout. Oui, d'avoir pu le garder. Puis aussi, ils ont gardé pas simplement de joueurs, mais c'est vrai que la qualification en Ligue des Champions a quand même aidé pour garder quelques joueurs. Et puis voilà, à la 91e minute, parce que pour Young Boys, c'est compliqué, éliminer en Coupe de Suisse, 20 points d'avance. Je pense que les entraînements, d'animer les entraînements, de trouver toujours l'énergie pour redémarrer, parce que voilà, ils ont gagné le titre et c'est compliqué. Et là, ils ont quand même, c'est vrai, devant leur public, devant leur COP, parce que là, dans ce but, ils marquent énormément de buts dans cette partie de la tribune. Donc c'est intéressant de voir Young Boys toujours voilà, en activité et marquer des buts spectaculaires. L'homme du match, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller le chercher trop loin. Il s'agit évidemment de Guillaume O'Haraud, auteur d'un hat-trick. On l'écoute. Guillaume O'Haraud, quel match! Vous revenez de l'11 de base, 3 buts et vous arrachez la victoire à la dernière seconde. Ouais, c'est vrai, c'est super. C'est bien de marquer son retour avec des buts et surtout la victoire, c'est important. Et je pense que ce soir, on a malheureusement réagi. Mais voilà, on arrive quand même à gagner ce match et c'est ce qu'il faut retenir, c'est important. Saint-Gall nous a bien fait déjouer, ils ont su nous mettre en difficulté et je pense que voilà, ça, faut qu'on continue à travailler, on ne peut pas se relâcher parce qu'on voit que sinon les équipes elles profitent de ça, donc jusqu'à la fin on va être là et on ne va rien lâcher jusqu'au bout. On sait qu'on a un mental qui nous permet de renverser les tendances et ça a été le cas encore aujourd'hui. Donc, pour les supporters et tous les spectateurs, c'est bien d'avoir un match avec des buts. Vous avez dans les mains, vous pouvez peut-être le montrer à la hauteur de votre visage, le ballon. Vous le gardez, ce ballon de match? Ouais, on me l'a donné, donc c'est la règle. Je le garde, ouais. Mon père, il me vole tous mes ballons, donc je suis obligé de refaire le stock à chaque fois. Et voilà, comme j'ai dit à chaque fois, c'est toujours anecdotique, mais pour un attaquant, c'est bien. Des triplés, on n'en met pas souvent, donc... Voilà, ça aurait pu être plus. Je m'en veux un petit peu pour le dernier. J'aurais pu aussi la mettre pour Moumi. Donc voilà, on ne peut pas être parfait malheureusement. Mais voilà, je suis vraiment content et satisfait de retrouver la forme et le chemin des buts. Merci beaucoup. Eh ben, il peut être content et satisfait de lui, malgré cette envie d'en marquer encore plus et d'en mettre un quatrième. Guillaume O'Haraud, homme du match du côté du Stade de Suisse. Il y a eu un autre homme du match à la Maladière pour cette rencontre entre Neuchâtel Xamax et le FC Thun. On vous dévoilera son identité à la fin du résumé, parce qu'il faudra attendre le temps additionnel pour le connaître. Mais on va se plonger donc dans cette rencontre entre Neuchâtelois et Thunois. Une première mi-temps assez terne, hein, assez fermée, est-ce qu'on peut utiliser ce terme, Claude, hein, où on ne s'est pas vraiment livré. Et puis il y a juste eu cette action, ce but marqué par Thun, où Sorgic profite alors peut-être déjà d'une position de hors-jeu, parce que son pied semble quand même être en position de hors-jeu, et puis surtout d'une largesse au niveau du marquage de la défense de Neuchâtel. Voilà, une naïveté. On voit effectivement l'arrière latéral droit, le défenseur central qui sont obnubilés par le ballon. Et Sorgic, voilà, c'est aussi la spécialité de ces attaquants de pointe. Il est deuxième buteur maintenant du championnat, puisqu'O'Haraud l'a dépassé aujourd'hui. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'ils arrivent justement à se faire oublier. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, juste avant l'heure de jeu. Une faute de Rodriguez sur Juric qui va amener un penalty en faveur de Neuchâtel Xamax. Alors, la faute n'est pas forcément évidente dès le départ, hein, parce qu'il faut bien regarder l'action au bon endroit. Et c'est effectivement là, à la hauteur du 5 mètres à peu près, qu'on voit le joueur neuchâtelois être accroché et se retrouver... Alors là on avait une action avant. C'était une occasion de Nuzzolo. Elle va arriver ici, cette action qu'on a parlé. Le penalty. Et Rodriguez qui... voilà, on voit le bras par-dessus l'épaule de l'attaquant. C'est une faute d'un défenseur, d'un jeune défenseur. Mais regardez la loupe et le juge de touche, le juge de ligne ou l'arbitre... Il faut plus prendre les joueurs de cette façon-là. La VAR, l'année prochaine, va être encore plus redoutable et toutes ces fautes vont être signalées. Donc, on avait la bonne action de la faute et le penalty manqué par Raphaël Nuzzolo. Guillaume Fèvre part du bon côté pour détourner ce ballon. C'est pas souvent qu'il en rate des penaltys, Raphaël Nuzzolo, et celui-là, il était important. On se dit
que ça va être un sacré coup sur la tête de Neuchâtel Xamax qui ne baisse pas les bras. Nuzzolo, on le retrouve à la passe décisive cette fois-ci pour Dinardo. Il avait marqué il y a 15 jours contre Zurich, il marque aujourd'hui contre Tours. Oui, c'est bien joué. Surtout que là, ils prouvent leur morale et leur mental. C'est qu'on rate le penalty à 1-0 et là Nuzzolo, c'est lui qui fait l'assist. Et puis Dinardo qui est un demi-central qui rentre dans les 16 mètres, qui percute et qui est présent. Donc si quelqu'un avait des doutes sur l'état d'esprit de Neuchâtel Xamax, ces doutes sont balayés. Un partout, le match qui s'anime enfin, on aurait envie de dire, avec cette possibilité pour Carlon qui met Laurent Walter à contribution suite à ce bon débordement, ce bon travail de Spielmann sur les côtés. Intervention donc décisive du portier neuchâtelois. Et Neuchâtel qui va même carrément prendre l'avantage. But de Marcis Hoche, le défenseur central letton, son premier but avec ses couleurs neuchâteloises. Oui, c'est mérité parce que lui, vous savez qu'il est dans les statistiques. Je sais que vous les aimez pas trop. Dans les statistiques défensives, c'est le joueur qui gagne le plus de duels défensifs dans le championnat de Suisse, en pourcentage. Encore une possibilité pour les joueurs de Thun. Et encore une fois, Laurent Walter qui s'interpose devant Carlon. Il est pour l'instant décisif, Laurent Walter, sur sa ligne pour préserver ce succès provisoire de Neuchâtel Xamax. Mais il ne pourra malheureusement rien faire. Quasiment dans l'enchaînement sur ce corner joué par Spielmann. C'est Stillart qui saute plus haut que tout le monde. Il a le temps d'armer son coup de tête et de placer alors parfaitement ce ballon au deuxième poteau. Oui, c'est le 20e but encaissé sur balle arrêtée de Xamax, le 12e dans le jeu de tête. Alors autant Hoche a marqué aussi que là, le joueur de Thun gagne très très nettement son duel. Il est pas du tout perturbé. Et donc c'est 2-2 qui aurait pu coûter tout de même cher. L'homme du match, eh bien le voici, Raphaël Nuzzolo, qui inscrit le but victorieux, le 3-2 dans le temps additionnel sur ce coup franc magistralement botté. Il avait donc manqué un penalty un peu plus tôt et là, il est décisif et il permet donc à Neuchâtel de s'imposer sur le score de 3-2. Claude, c'est évidemment un succès important, non seulement comptablement, mais moralement. On est mené à 1-0. On retourne la situation, on mène 2-1, on voit l'équipe adverse qui revient. Faut s'arracher pour aller chercher la victoire. Oui, ils sont arrachés, ils ont fait, puis ils ne sont surtout pas du tout découragés. Et là, je pense l'expérience, effectivement, j'ai dit au début, il y avait un joueur de moins de 25 ans. Donc tous les joueurs qui sont à maturité étaient sur le terrain. Il y avait 10 joueurs de plus de 25 ans dans les rangs de Neuchâtel Xamax, qui a fait une première mi-temps assez moyenne, mais justement un jeune joueur peut-être aurait de la peine à ressurgir, eux pas, et surtout Nuzzolo qui rate le penalty, qui peut faire un assist, qui marque un coup franc. Donc ça c'est quand même un signe de bonne santé. Ça fait maintenant 6 points d'avance sauf erreur sur Grasshoppers. Ils sont à 6 points de la 8e place également. Mais surtout je crois c'était de réussir une performance après le point d'interrogation, ce changement d'entraîneur annoncé pour le 1er juillet. Et donc là l'équipe a répondu présent et a fait la meilleure publicité possible pour des prolongations de contrat, parce que effectivement, si Neuchâtel Xamax reste en Super League, il n'y a que des gagnants à tous les étages. Ils vont s'en sortir, Neuchâtel, selon vous, Massimo? En tout cas, moralement, ils sont, par rapport à Grasshopper, ils ont un net avantage. Claude disait que le contingent, en tout cas le 11 de base d'aujourd'hui de Neuchâtel, était, je dirais, entre guillemets, âgé. Getse décide en semaine de se séparer de 3 joueurs expérimentés. Le contingent de Grasshopper est extrêmement jeune. Donc voilà, c'est la première fois que Getse se trouve dans cette situation. C'est quand même un club très important en Suisse. Et des jeunes joueurs qui se trouvent confrontés à une situation compliquée, donc involvés dans la relégation, ça peut être une situation qui peut être favorable en tout cas pour Neuchâtel ou les équipes du mi-classement. Les réactions suite à cette rencontre, et on commence justement par l'homme du match, Raphaël Nuzzolo. Raphaël Nuzzolo, votre match personnel ressemble au match de Xamax aujourd'hui. Vous êtes passé par tous les états d'esprit. Ouais, c'est vrai que bon, j'ai raté un penalty. C'est vrai que c'est jamais facile. En plus, c'était à 1-0 pour Thun. C'est un moment
je pense, important. Et puis voilà, ça ne m'est pas arrivé souvent ces derniers temps de rater un penalty, mais c'est vrai que je me devais de rester dans le match et puis de continuer à aider mes coéquipiers. Je pense que voilà, ils m'ont soutenu. Et puis à la fin, on a réussi à gagner les 3 points. Donc aujourd'hui, franchement, c'était un beau match. Il y a tout eu dans ce match. Comme il y a eu peu de matchs quand même ici à la Maladière, c'est un match qui va rester dans les mémoires quand je vais arrêter la carrière. Bah, vous arrêtez quand? Ah non, je ne vais pas arrêter maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toujours des matchs qui marquent. Je me rappelle d'un Saint-Gall où Joe il avait marqué à 8 contre 11, donc c'est vrai que quand tu regardes le public, tout le monde se lève, c'est pour ça aussi que je joue encore au foot, pour avoir ce genre d'émotion. Comment vous revenez mentalement dans le match après avoir raté ce penalty dans un moment clé de la rencontre? Non, je pense qu'on n'a pas tergiversé longtemps. On a tout de suite pu mettre le 1, je pense 5 ou 10 minutes après avec Pietro de nouveau, donc ça me fait plaisir pour lui. Et puis après on passe, c'est vrai qu'on passe devant 2-1 et puis on prend de nouveau un corner un petit peu bête, mais voilà, 2-2, je pense que c'était quand même une certaine logique dans le résultat. Et je pense qu'on aurait quitté le match avec un point, on aurait quand même été content, même si ça aurait été mitigé. Puis c'est vrai qu'à la fin, on peut encore prendre les 3 points. C'est pour nous aujourd'hui une belle journée, vu que Getse aussi, ils n'ont pas gagné. Merci beaucoup et félicitations. Il va y avoir de la déception du côté du FC Thun. Je vous propose d'écouter Grégory Carlon maintenant. Grégory Carlon, comment vous analysez cette rencontre? Je pense que c'est assez facile à résumer. On a joué la première, ils ont joué la deuxième. Voilà, c'est tout simple. Très simple, effectivement. Vous regrettez ce but, j'imagine. Vous pensiez prendre le nul ou pas forcément? Parce qu'on a vu que vous avez essayé de gagner le match, que Xamax aussi, et puis forcément ça donne ce genre de résultat? Oui, je pense qu'on a peut-être mal géré la fin du match, mais après avec notre mentalité, on veut toujours gagner. Donc au bout d'un moment, quand tu forces, des fois tu prends en contre, et puis c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces 5 matchs sans victoire, ça vous inquiète? Pas forcément, parce qu'on est toujours devant. Je crois que les autres n'ont aussi pas trop avancé non plus, mais c'est vrai qu'il faut saisir ces chances de faire le trou. On a des ambitions, c'est de finir 3e en fin de saison, donc il faut se bouger un petit peu. Ouais. Dernier match que l'on doit vous résumer aujourd'hui, c'est Grasshopper, donc dans cette lutte à la distance avec Neuchâtel. Grasshopper qui recevait donc Lugano. Les Tessinois qui avaient une belle occasion de creuser encore un peu plus l'écart avec son adversaire direct et de se rapprocher aussi, pourquoi pas, des places européennes. Tout ça contre Grasshopper actuellement en pleine crise. Mais ce sont bien les Sauterelles qui se créent la première occasion et qui ouvrent le score d'ailleurs à la 13e minute de jeu suite à une perte de balle de Piccinocchi à mi-terrain. Service de Camber pour Juricine. Une frappe limpide, une trajectoire quelque peu flottante qui déstabilise le portier tessinois. Baumann, ça fait donc 1-0. C'est pas le premier tir de loin que Lugano encaisse cette saison. Non, par contre, ça sera le seul tir de loin de la partie de Grasshopper. On ne reverra plus les Sauterelles, je vous le dis déjà. On verra Lugano réagir dans un premier temps à la 21e minute avec un ballon qui va atterrir dans les pieds de Botany sur le flanc droite. Un centre de l'ailier en première intention pour Gernt, mais ça passe au-dessus. On l'a vu marquer probablement des buts un peu plus compliqués que celui-ci. Et puis concrètement, Lugano va revenir dans la partie juste avant la pause. 45e minute de jeu avec une action qui se développe une nouvelle fois, mais cette fois de l'autre côté sur le flanc gauche. Une frappe de Sabatini, un ballon centré ensuite et contré par Lindner, repris par Carlinhos, 8e but de la saison pour l'attaquant brésilien. Score à la pause, 1-1. Et Lindner qui aura de quoi se rattraper, je crois, en deuxième mi-temps. Absolument, il aura du travail, contrairement à son vis-à-vis, puisqu'il n'y aura plus que Lugano qui va exister dans cette deuxième période. On l'a dit, 57e minute de jeu. Un centre de Botany, nouvelle fois reprise à bout portant de Carlinhos. Lindner qui reste bien sur ses appuis peut sauver son équipe. On revoit le centre de Botany et Carlinhos, deux joueurs que l'on a déjà vus dans cette partie et que l'on retrouve dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. 62e minute, une tête de Carlinhos. Cette fois, ça passe au-dessus. C'était non pas sur un service de Botany, mais de Vechai, dans un premier temps qui est ouvert sur le latéral Mihailovic. Et puis donc, cette tête mal placée
du numéro 11 du FC Lugano. Et puis une dernière action encore à vous montrer, toujours en faveur de Lugano, 86e minute, une passe latérale de Carlinhos pour Sadikou, entré à la 64e. Sa frappe est dans un premier temps déviée par un défenseur zurichois, Eliner, qui fait un petit miracle. Pas facile de détourner ce ballon qui a été dévié juste devant lui et donc qui peut préserver le match nul pour les sauterelles. Claude, quand on voit le nombre d'actions que s'est procuré Lugano, on imagine qu'il y a un petit goût amer du côté de Fabio Celestini. Certainement, je ne sais pas si on aura l'occasion de l'écouter, mais c'est vrai que là, il y avait l'occasion de revenir au Tessin avec 2 points supplémentaires et comme on a dit, on est vite en haut du classement, on est vite en bas et là, Lugano a quand même un coup à jouer. Et on voit surtout un grasshopper dans ses petits souliers. Hein. C'est compliqué en ce moment pour Getse, Massimo. C'est compliqué, oui. La situation n'est pas stable. Je répète, c'est un contingent jeune avec des gens talentueux qui ne se sont jamais trouvés dans cette situation. L'ambiance au stade n'aide pas à enflammer le match. Je pense que la fin de championnat pour Grasshopper va être très compliquée. Et surtout quand il y a encore le directeur sportif. Le président qui annonce son retrait, le directeur sportif qui est limogé, un entraîneur qui vient et qui ne connaît absolument pas le championnat de Suisse ni son contingent. Là, il me semble qu'ils ont accumulé des décisions très contradictoires. Et du coup, ils se retrouvent dans cette situation pour le moins compromettante. On va le voir tout à l'heure avec le classement, mais tout d'abord, une réaction, celle du défenseur de Grasshopper, Cédric Céziguer. Cédric Céziguer, premier match avec un nouveau président. Une fois n'est pas coutume, vous avez été applaudi par vos supporters. On peut imaginer que ça ne suffit pas à votre bonheur aujourd'hui. Non, on voulait gagner aujourd'hui parce que c'était un match très important. Parce que Lugano, ils sont en bas du classement aussi. Donc c'était un match direct. Et puis ouais, on s'est battu jusqu'à la fin. On a tenté encore, même si on n'a plus beaucoup de force à la fin. Mais ouais, maintenant, il faut prendre ce point, il faut prendre les choses positives. Parce qu'il y a une semaine anglaise qui nous attend. Donc on n'a pas le temps de trop réfléchir maintenant. Qu'est-ce que, justement, de positif vous allez prendre de ce match? Qu'on n'a pas lâché. Je pense en deuxième mi-temps, on avait la plupart du temps, on avait la balle. On les a mis sous pression derrière. Donc on avait quelques occasions pour peut-être, avec un peu de chance, marquer le deuxième but. Et puis ouais, il faut prendre ça, il faut être plus efficace dans les dernières 30 mètres, je pense. Et puis derrière, il faut essayer de jouer à 0 but une fois. À quel point ça vous a fait mal d'apprendre que Neuchâtel Xamax avait gagné en toute fin de rencontre? On a un peu suivi pendant le match aussi, parce que ça s'affiche sur les grands écrans. Donc ouais, ça fait mal, mais nous on va pas lâcher, il reste beaucoup de matchs à jouer. On va se battre jusqu'à la fin et puis on va prendre ces points pour nous sauver, quoi. Merci. Ils n'ont pas le choix. Ils vont se battre effectivement jusqu'à la fin, même si l'écart se creuse en fin de classement. On va justement voir ce classement. Mais tout d'abord, récapitulatif des résultats avec vous, Jérôme. Oui, alors tout d'abord, les 2 victoires sur le même score. C'était hier soir sur le score de 1-0. La victoire de Bâle à Lucerne, de Sion face à Zurich. Et puis aujourd'hui, Getse Lugano 1 partout. Xamax Thun 3-2. Et même résultat entre IB et Saint-Gall. Au niveau du classement, les Young Boys sont solidement en tête, mais ça date. Il manque 10 points aux Young Boys en 10 matchs pour être sacré officiellement champion suisse. IB qui devance Bâle et Thun. Et puis derrière, on retrouve Sion et Xamax devant Getse, mais qui se rapprochent petit à petit du milieu de classement. Claude, clairement, les clubs romands ont fait la bonne opération dans cette 26e journée. Oui, puis ce classement, on peut rajouter les 3 points à Sion. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait une autre décision. Donc FC Sion à 32, ça devient de nouveau un candidat pour les places européennes. 6 points d'avance pour Neuchâtel Xamax, c'est quand même un bon avantage. Mais il ne faut pas oublier que le 9e fait quand même un match de barrage. Donc le 9e faudra se battre contre le 2e de la Challenge League. Et là, de nouveau, ce sera du 50-50. C'est quand même une nouveauté, alors que toutes les années précédentes, le 9e était sauvé en Super League. Il y a quand même effectivement de l'intérêt, alors certes pas au niveau de la première place, ni de la deuxième qui semble acquise à Bâle, mais cette lutte pour l'Europe, elle est extrêmement intéressante. Il y a 5 équipes, là encore on donne ces 3 points à Sion parce qu'on part du principe qu'ils les auront. Il y a 5 équipes qui tiennent en 2 points pour aller chercher 2 places européennes. C'est vrai, donc ça démontre aussi que si on arrive à enchaîner, en tout cas les 2-3 victoires de suite, on peut se retrouver dans une très bonne situation. Si je pense à Saint-Gall qui ne fait pas un deuxième tour extraordinaire et qui est aujourd'hui dans la lutte avec 2 points de retard par rapport
par rapport à Zurich et à Lucerne. Voilà, c'est un championnat intéressant avec la place de barragiste. Le troisième avant-dernier, il faut qu'il fasse attention aussi à Neuchâtel-Xamax dans la situation actuelle. Ça reste, oui, comme l'année passée en ce qui concerne les places européennes. C'est un championnat qui est vif d'émotion. Grasshopper mal barré, vous qui avez joué là-bas, Massimo, et qui avez là, j'imagine quand même toujours quelques attaches du coup pour un club pour lequel on a joué. Quelles seraient les conséquences d'une relégation de Grasshopper en Challenge League? Écoutez, je pense que s'il y aura une relégation de Grasshopper en Challenge League, l'année en Challenge League ne sera pas facile pour eux. Ça me fait mal de voir Grasshopper dans cette situation. Vous l'avez dit, j'ai joué là-bas entre 92 et 97. C'était une équipe qui était toujours... Joué la Ligue des Champions. Oui. On avait joué 2 fois la Ligue des Champions, on avait gagné 2 championnats de suite, mais ce n'était pas les seuls, parce que dans ces années-là, Getse gagnait beaucoup de championnats. Il y a beaucoup de talents dans le bassin de Zurich, beaucoup de jeunes talentueux, et à Grasshopper et à Zurich, ça serait vraiment un dommage pour le club de vivre une relégation. Mais par contre, Zurich démontre que ils ont bien réagi à une grosse déception avec la relégation de quelques années en arrière. Et ils ont su réagir, ils ont su construire aussi eux avec des jeunes joueurs. Mais ce qui me fait mal, autre que pour le club, c'est surtout pour un mouvement qui est toujours de qualité. Ouais, ces jeunes de Grasshopper, on les met souvent en avant. Hein. Oui, ils ont un mouvement junior très important. Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement. Et puis, quelquefois, on aimerait même qu'ils jouent encore un peu plus longtemps que la première équipe. Parce que quelquefois, les jeunes chez nous, ils partent un petit peu trop tôt. Alors que s'ils faisaient 30 ou 60 matchs de plus, le championnat de Suisse aussi serait meilleur, l'équipe serait meilleure. Mais il y a eu quand même passablement de décisions. Puis à force de prendre des décisions, des mauvaises décisions, on se retrouve dans cette situation où effectivement il y a un contingent totalement déséquilibré. On en parlait. Le meilleur buteur, il a 3 buts à Grasshopper. C'est pas possible, quoi. Ou 4 buts maintenant. Jorissin a mis le meilleur buteur de Grasshopper, ça a 4 buts après 26 journées de championnat. Je pense que Massimo est d'accord avec moi. Ils n'ont pas marqué non plus beaucoup de buts. Non. Je pense que c'est dans la moyenne, c'est dans la proportion. Mais c'est vrai que voilà, Grasshopper a enchaîné les déceptions tout le long du championnat. Prochaine journée, eh bien, ce ne sera pas dans une semaine, mais bien dans 2 jours, dans 3 jours, avec une semaine anglaise au programme. Mercredi, Neuchâtel se rendra du côté de Lugano. Il y aura Zurich-Bâle et Saint-Gall-Grasshopper en parallèle. Et puis jeudi, Sion s'en ira du côté de Thun. Et puis Lucerne recevra Young Boys. Des matchs évidemment à suivre en direct. Les 5 sur les différents vecteurs, sur les différents canaux de Téléclub. Et puis je vous rappelle, la Challenge League aussi, match à suivre en direct mercredi soir sur Téléclub entre le Lausanne Sport et Servette. Avant de se quitter, notre regard décalé sur l'actualité du ballon rond, c'est What the Foot, préparé cette semaine par Michael Bugnon et Vincent Rigolet. Petit quiz, si on met une écharpe d'IB sur une fan baloise, est-ce qu'elle A. prend feu, B. épouse Joe Dalton, C. devient dresseuse d'ours sur la place du marché? Réponse aucune, elle est juste dégoûtée. Je ne sais pas vous, Michael, mais moi je suis un peu nostalgique du football à l'ancienne. Ouais, c'était mieux avant, gna gna gna, on connaît la chanson. C'est surtout l'affichage de l'époque qui me manque. J'aurais aimé voir plus de joueurs célébrer leur but comme l'attaquant du Deportivo Carcha en 2e division guatémaltèque. Ah là, vous marquez un point. Passer du numérique à l'analogique, les fans du CSKA Sofia l'ont aussi fait. Ou quand Tetris s'invite en tribune pour un tifo au nom de l'équipe. Un Tetrifo? Super, merci, il y a du niveau. Alors on passe tout de suite au niveau suivant. Nouveau geste technique découvert en Challenge League. Tourniquet arrière avec prise de balle en tenaille. Sympa, mais pas très légal. On a eu très peur pour Monsieur Guida dans le derby milanais. Alors pas à cause du penalty sifflé pour l'Inter, mais il a bien failli se faire le genou. Avec Guida sifflé, autant le faire avec style. Et pour terminer avec les pénaltys, on aimerait que l'entier de la planète foot prenne exemple sur ce joueur des M14 de Galatasaray. Après une faute inexistante dans les 16, le capitaine l'a joué fair play. La classe, à 14 ans, il nous redonne foi en ce si beau sport que peut être le football.
Voilà, une séquence à montrer à l'académie à Servette pour vous, Massimo. Et bon puis, exemple, en tout cas. Et puis pour les jeunes aussi de la SF. Très, très bel exemple. Voici encore le programme des prochains jours sur Téléclub. Attention parce que la liste, elle n'est pas exhaustive. À suivre dans quelques instants la finale du Masters 1000 de Miami avec Roger Federer qui affronte l'Américain John Isner, de la Serie A et de la Ligue 1. Ce soir encore, demain, notre talk match après match qui est de retour après 2 semaines de pause. L'équipe de Suisse et le derby lémanique de Challenge League seront au centre des débats. Et puis donc, semaine anglaise un peu partout en Europe, en Italie aussi avec Milan Udinese et mardi déjà. Et donc la Raiffeisen Super League mercredi et jeudi. Et puis le prochain studio, c'est d'ici peu avec la Serie A, le match entre l'Inter et la Lazio. Ce sera à partir de 20h15 en compagnie de Laurent Antonioli, d'Alain Rocha et de Mauricio Jacobacci. Merci beaucoup, messieurs. Claude Riff, à très bientôt sur ce plateau. Merci. Massimo Lombardo, à bientôt aussi. Peut-être au bord des terrains du côté de Genève pour vous suivre dans vos nouvelles aventures. À très bientôt. Jérôme Créta, passez une excellente fin de soirée. Merci. Et puis merci à vous, évidemment, pour votre fidélité tout au long de ce week-end, en espérant que vous avez suivi avec ferveur, comme nous ici, l'actualité du ballon rond sur les différents terrains. L'actualité continue donc avec la Serie A ce soir, avec plein de sports à venir au cours des prochains jours sur Téléclub. Très belle fin de week-end à vous et à bientôt. Bye bye.